Bonjour à tous. Donc il me revient de parler a priori de poésie. Je ne vais pas commencer par la poésie, même si ça serait l'heure en cette fin de semaine de s'aérer l'esprit. Donc il me revient de parler de la question de savoir s'il existe des vides juridiques à combler au pays des odeurs parfumées. Alors, j'avoue que le sujet m'a passionnée et que j'espère que sur la petite 20 minutes, une demi-heure qui m'est impartie, je vais réussir à également vous donner quelques indications intéressantes sur les réflexions que l'on peut avoir en termes de propriété intellectuelle au regard de l'objet si emblématique, j'ai envie de dire, de l'industrie française du luxe et puis aussi de la poésie française ou de l'écriture, pour rejoindre peut-être Jean-Baptiste Grenouille et Patrick Suskind, du parfum. Je dirais que la problématique, elle est connue, archi-connue, déjà abordée sous tous les angles, puisque j'ai lu et appris qu'en tout cas pour ce qui est de la Provence et de Grasse, où existent encore de belles entreprises qui arrivent encore à prospérer sur le plan international avec le savoir-faire, nous y viendrons, la culture, le choix des fleurs à collectionner, distiller, préparer pour les parfumeurs. Donc cette industrie née au XVIe siècle avec un premier parfumeur emblématique, Jean-Pascal Guerlain, qui crée sa première boutique en 1828. Donc vous voyez qu'on remonte très loin, quand même, déjà dans l'histoire de la parfumerie. Les rois, reines, les impératrices qui se sont parés donc, de ces parfumeurs au nez plus qu'appréciés. Et puis un tournant très fort après la Seconde Guerre mondiale où l'activité industrielle et la révolution industrielle auront permis aux sociétés françaises de ne pas utiliser exclusivement des extraits naturels de plantes et d'arriver sans doute à une capacité de production à l'aide des extraits synthétiques assez significatif. Alors, je vais vers le haut, vers le bas. Cette industrie donc se développe au point qu'aujourd'hui, je pense que tout à chacun, chaque consommateur saura identifier, reconnaître les grands noms. Molinard, d'ailleurs il y a des Fragonard, on peut aller visiter ces espaces avec ces grandes cuves, Roger Gallet, Bourgeois, qui évoquent aussi, pour la juriste que je suis, tout un tas de questions de marque, de brevet, de droit d'auteur, mais aussi de droit des contrats, de distribution, de concurrence, de distribution sélective. Et là, je me dis, c'est passionnant, on y est, on touche à tous les sujets. Et cette industrie donc extrêmement prestigieuse, ce qui est assez intéressant toujours quand même d'avoir le point de vue des chiffres quand on est sur le plan de la pratique, c'est que cette industrie qui fonctionne aujourd'hui, qui subsiste, qui continue à faire a priori plus de 41% de son activité à l'export et même de plus en plus à l'export, a été et a toujours été demanderesse effectivement d'une reconnaissance juridique de ses investissements et de ses créations, pour rester sur un terme qui n'est a priori plus que j'emploie sous le terme plus générique que juridique. Cette industrie arrive encore à produire, alors là c'est au plan mondial parce que la concurrence s'est développée, notamment outre-Manche avec des industriels comme Procter & Gamble, Unilever, Johnson & Johnson, et donc aujourd'hui c'est la guerre des titans. C'est à celui qui effectivement trouvera les moyens de protéger ce qu'on va qualifier d'actifs immatériels pour se concurrencer sur un marché très mature où plus de 9 femmes sur 10 disposent d'en moyenne 2 à 3 parfums. Incroyable. Et un homme sur 2 se parfume. Donc,
il y a à la fois des problématiques juridiques, des problématiques économiques qui se posent. Alors, quand on cherche à évoquer la question du vide juridique sur les parfums, encore faut-il savoir de quoi on parle. Et bien évidemment, la question qui nous intéresse, parce qu'on ne peut pas tout traiter, c'est vraiment celle de l'odeur, du parfum qui fait appel à nos sens, donc la fragrance, et ce liquide, parce qu'a priori, ça se présente sous une forme liquide, mais pas uniquement, une composition odorante qui est plus ou moins subsistante, qui repose sur un mélange de matières, aujourd'hui beaucoup plus artificiel, excusez-moi de vous l'annoncer, à près de 80% et 10% peut-être d'éléments naturels. Ça laisse effectivement songeur et ça ouvre d'ailleurs d'autres pistes pour le champ du droit au regard de la problématique de la sécurité des produits, de la difficulté à l'information des consommateurs sur les compositions allergènes. Et là, je sors de mon propos, mais pour vous montrer que finalement le parfum est un objet assez complexe et que le droit s'y intéresse sur tous les plans. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde s'accorde, que ce soit les industriels, que ce soit dans la, j'ai envie de dire, littérature professionnelle, et on le verra, une bonne partie des magistrats, tout le monde s'accorde à considérer qu'à l'origine d'un parfum, il y a sans doute une idée, donc vous savez qu'elle n'est a priori pas protégeable, mais il y a surtout un nez, en tout cas des nez, lorsque c'est la rencontre de plusieurs personnes qui vont imaginer un parfum, qui vont se remémorer les bons souvenirs, peut-être de la Madeleine de Proust, ou en tout cas de l'odeur du foulard qui est resté sur une chaise, ou peut-être du parfum que leur mère pouvait porter. Enfin, je pense que chacun a effectivement des souvenirs assez intenses liés à l'odorat. Et c'est un point fondamental, en tout cas au regard ensuite de la typologie de protection que l'on peut imaginer pour le parfum, de montrer qu'il y a une démarche très personnelle à l'origine, même si il y a autour de cela, j'en ai déjà parlé, un environnement industriel et un environnement économique qui est beaucoup plus lourd. Alors ces nez sont plutôt des chimistes, en tout cas des personnes qui sont susceptibles de manier les odeurs, de les mémoriser. On parle de plus de 1500 odeurs, il y a des familles ensuite de parfums, de produits. Et là, on touche effectivement à une partie plus technique qui peut appeler, on verra, en tout cas une protection vers les domaines techniques de la propriété intellectuelle. On sait aussi que le parfum, après cette idée et après cette combinaison, eh bien, c'est des études marketing par rapport à un public cible. C'est un travail de présentation essentiel. Un flacon, on peut avoir un très beau parfum, peut-être dans un flacon qui ne sied pas au public et qui ne connaîtra pas le succès qu'on peut lui espérer. Et à l'inverse, peut-être un parfum un peu plus banal, un peu plus commun, mais dont la présentation et peut-être, on verra, la couleur justifieront un succès commercial et aussi une protection par la propriété intellectuelle. Tout ça pour vous dire, à l'issue de cette introduction fort longue, j'en conviens, que le parfum est un objet à multiples facettes et que c'est bien sous l'angle de l'aspect distributif des droits de propriété intellectuelle qu'il est intéressant de s'interroger sur la protection du parfum pour conclure à la question de savoir s'il y a vide ou non au regard de cet élément si enivrant. Alors j'aborderai de manière tout à fait classique, mais nullement académique, car étant praticienne, je ne m'essaierai pas à cet exercice, la protection par le brevet, la marque, le droit d'auteur et le savoir-faire. Et je vous annonce de suite que ce sont les points 2 et 3 qui nous occuperont le plus dans cette présentation. Alors la protection par le brevet, simplement pour vous rappeler, est-ce que l'odeur en tant que telle devrait ou pourrait répondre à la qualification d'invention et répondre solliciter, être à même de solliciter une protection par le brevet
qui, comme vous le savez, vient protéger une invention nouvelle qui présente une activité inventive, et on l'a vu pour les logiciels, qui a priori présente un caractère technique. On en est un peu loin. Je vous rappelle que le Code de la propriété intellectuelle exclut l'invention, la création esthétique, et dans mon introduction, j'ai plutôt parlé d'aspects esthétiques, bien qu'il y ait des aspects chimiques à travers nos formules et la gestion des différentes odeurs. Donc c'est éventuellement sous l'aspect effectivement formule qu'on pourrait envisager une protection sur le brevet. Et juste à l'occasion d'une recherche que je faisais dans le cadre de la préparation, j'ai le plaisir de vous informer qu'à ce jour, c'est aujourd'hui, l'INPI a délivré un brevet qui a pour titre « Composition de parfums sans allergènes à déclarer, fraction concentrée et procédé de fabrication associés ». L'objet de l'invention ayant pour objectif de permettre de composer des parfums en répondant justement aux exigences légales en matière d'allergènes, et donc sans être une protection qui est nécessairement adéquate à la totalité des odeurs. C'est une protection qui peut, à travers un procédé, comme pour les logiciels, pourquoi pas être mise en œuvre. En tout cas, c'est quand même pas la principale. Et lorsqu'on recherche l'odeur en tant que telle, on devrait conclure que le brevet n'est pas la protection adéquate, puisque pour le coup, on protégerait le résultat, la fragrance. Or, effectivement, le brevet va protéger les étapes pour arriver à ce résultat ou un procédé. Donc le brevet, en principe, ça n'est pas la meilleure des protections. Et puis il faut quand même rappeler que pour les industriels qu'on a évoqués, les géants de l'industrie du luxe, une protection limitée à 20 ans qui oblige à dévoiler une formule n'est peut-être pas non plus la protection qui suscite le plus d'intérêt. Intéressons-nous maintenant aux droits des marques. Alors, c'est pas faute d'avoir plusieurs tentatives en matière de marques pour essayer de protéger une odeur, avec une première contrainte qui est qu'est-ce qu'une marque ? Et effectivement, pour savoir si cette propriété industrielle est adaptée, encore faut-il qu'on réponde à cette exigence d'une marque. Alors, on a des définitions qui sont exactement les mêmes dans la directive de 88, dans la directive de 2008, dans le règlement de 93 et dans le règlement de 2009 sur la marque communautaire. Un signe susceptible de représentation graphique et qui soit à même de distinguer les produits au service d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. On connaît les marques verbales, les marques complexes, les logos, les figures, et on va trouver de nombreuses marques pour les parfums, mais bien évidemment sur leur emballage, sur leur flacon, et pas sur la marque en tant que telle. Pour l'odeur, l'exigence de représentation graphique que j'ai énoncée dans les définitions est un facteur bloquant, puisque la Cour de justice des communautés européennes est venue nous dire que cette représentation graphique devait être suffisante pour que tout à chacun puisse se rendre compte à première lecture de l'objet revendiqué à travers la marque, et que la description, en tout cas cette représentation, devait être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Le tout en nous précisant qu'une formule chimique ne permet pas de répondre à ces exigences juridiques, que la description au moyen de mots écrits ne répond pas plus à cette exigence, que le dépôt d'un échantillon d'odeur n'y répond pas plus, et que si je m'amuse à combiner tout ou partie de ces éléments, je ne réponds pas à cette exigence de représentation graphique. On n'a donc pas d'exclusion de principe des marques odorantes, mais des exigences fixées par la Cour de justice qui rendent le dépôt des marques odorantes extrêmement complexe. Alors en pratique,
on connaît tous, pour les juristes de propriété intellectuelle en tout cas, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, 1999, ça date un peu, ça fait un peu réchauffer. Alors ce qui est assez amusant, c'est que finalement, on comprend que c'est le fait que chaque personne puisse immédiatement se rendre compte dans sa mémoire de ce qu'est l'odeur de l'herbe fraîchement coupée qui aurait emporté la conviction de l'OHMI qui s'est prononcée avant l'arrêt Sickman dont je viens de vous parler. Et puis, pour le reste, des exemples qui sont des exemples négatifs, puisque l'odeur de fraise avec une image de fraise et connaissant les grandes variétés de fraises n'ont pas pu accéder au dépôt de marque. De même, pour une fragrance, ce sont des décisions qui datent de 2004-2005. Résultat, aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'en pratique, le dépôt d'une marque olfactive est assez théorique, puisque les exigences de la Cour de justice en empêchent le dépôt pur et simple. Pourtant, la marque est effectivement un vecteur juridique intéressant, puisqu'elle peut faire l'objet de renouvellement indéfini. Donc, en termes de durée de protection et d'arsenal juridique pour le titulaire des droits, c'est une protection extrêmement intéressante. Intéressons-nous au droit d'auteur. Alors le droit d'auteur, j'ai envie de dire que c'est presque intellectuellement la protection vers laquelle on a envie de se tourner, tellement lorsqu'on écoute les parfumeurs, on est effectivement dans la poésie, dans le rêve, dans l'imaginaire, dans la création, dans le sensoriel et dans l'esthétique. En tout cas, voilà, intellectuellement on s'y retrouve. Et il est vrai que nos textes, qu'il s'agisse des conventions internationales ou du Code de la propriété intellectuelle, nous permettent de prétendre à la protection par le droit d'auteur pour toute œuvre de l'esprit, quel qu'en soit son mérite, le genre ou sa destination, dès lors qu'elle est originale. Et comme vous l'avez peut-être entendu, le législateur n'ayant pas défini la notion d'originalité et permettant à ses juges une interprétation peut-être facilitante, la matière ou la catégorie des œuvres de l'esprit, en tout cas, est une catégorie évolutive. Et c'est d'ailleurs par ce biais-là qu'on a notamment protégé les œuvres finalement technologiques, parce que c'est celles qui permettaient cette souplesse finalement juridique et judiciaire, j'ai envie de dire. Alors, on a une liste dans le Code de la propriété intellectuelle, mais comme vous le savez, sont notamment protégées les œuvres, les recueils, et donc le notamment permet effectivement au juge de se dire, même si je ne suis pas dans une œuvre d'art appliquée ou une illustration ou que sais-je, il n'y a pas d'exclusion de principe dès lors que je suis en mesure d'identifier une création qui porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Et comment ne pas vouloir répondre positivement quand on sait que tel créateur est vraiment à l'origine du Chanel numéro 5, du Chalimard, que sais-je. Il y a, comme je vous le disais en introduction, un rapport très personnel entre le nez, l'imaginaire et le résultat final qui sera délivré au public. Alors les juges du fond, ils sont plutôt favorables, et c'est toujours intéressant de voir comment les premiers juges réagissent à des questions juridiques. J'ai presque envie de dire comment spontanément on aborde aussi un peu les choses avant de prendre du recul, avant d'y voir aussi les difficultés et de trancher peut-être d'une manière plus juridique, plus politique aussi, à travers les arrêts de la Cour de cassation. Une première décision que je voulais vous rapporter du tribunal de commerce de Paris, à l'époque où le tribunal de commerce était encore compétent pour connaître des actions en matière de droit d'auteur, parce que comme vous le savez, au tribunal de commerce, nous plaidons devant des magistrats qui n'ont pas de formation juridique, qui viennent de différents corps de métier. Et là encore, ce qui m'intéressait, c'était finalement l'appréhension très spontanée, très pragmatique, puisqu'on plaide de manière plus concrète. Et c'est une affaire qui opposait Thierry Mugler à la société Molinard concernant le parfum Angel.
dont bien connu notamment pour son flacon étoile, et puis un jus assez bleu. Et pour le reste, pour des publicités un peu étranges qui ont suivi dans les années 2000 et 2010. Et alors, dans cette affaire de 1999, eh bien, le juge a été assez rapide sur est-ce que je suis face à une création qui témoigne de la personnalité de l'auteur. Sa première réaction, tandis que la création de nouveaux parfums est le résultat d'une véritable recherche artistique, souvent longue, par des créateurs spécialisés, qu'il s'agit donc indéniablement d'une œuvre de l'esprit. Ça ne fait pas un pli pour les juges consulaires. Je trouve que le caractère très franc est encore une fois intéressant. Pour les juges du tribunal de grande instance de Paris, donc des magistrats qui ont là une formation juridique, eh bien, on va retrouver aussi une approche assez franche. La composition créée par l'auteur peut être comparée à une partition permettant de reproduire la musique, comme la formule retenue par l'auteur du parfum permet de reproduire la fragrance, l'une et l'autre n'étant pas définies. Et ce qui importe, eh bien, c'est que j'ai bien une création, et qu'à travers cette création, eh bien, je ressens la sensibilité artistique notamment de l'auteur. Donc, le tribunal de grande instance y répond favorablement. Néanmoins, la Cour de cassation est passée par là, et la Cour de cassation nous dit totalement l'inverse, et c'est ça qui peut être intriguant pour un non-juriste, assez intéressant pour un juriste, comment sur un même sujet, magistrats peuvent arriver à des solutions diamétralement opposées, puisque la Cour de cassation, dans un arrêt bien connu de 2006, mais dont elle a depuis persisté et signé en 2008 et 2009, nous répète que la fragrance, et donc l'odeur du parfum, procède de la simple mise en œuvre d'un savoir-faire, et elle est un peu méprisante en le disant, parce que la mise en œuvre d'un savoir-faire n'est pas nécessairement simple, et nous le verrons, peut être l'objet de propriété intellectuelle, ne constitue pas au sens des textes précités, en l'occurrence donc le livre 1 du Code de la propriété intellectuelle, la création d'une forme d'expression. Je ne reconnais pas une expression personnelle qui peut accéder à la catégorie d'œuvre de l'esprit. Alors, L'Oréal fait son lobbying, puisque régulièrement, à travers l'OHMI, à travers l'INPI et à travers des actions, eh bien, cette société essaie d'élargir la protection de ses créations. Et malgré ces décisions de 2006, ce qui est intéressant, c'est que quelques mois plus tard, le tribunal de grande instance de Bobigny, on est en novembre 2006, il a dit « mais pas du tout, messieurs les juges, pas du tout, on n'est pas d'accord, vous vous plantez. L'élaboration d'un parfum, c'est complexe, et c'est pas uniquement une histoire de formules chimiques ou de savoir-faire, de recettes que l'on suit pas à pas. Non, c'est bien l'aboutissement d'un travail de recherche artistique accompli par des spécialistes très rares, des nés, qui constituent la mise en présence de différentes substances, qui vont rechercher le dosage savamment étudié. On voit le plaisir, j'ai envie de dire, que le juge a eu à écrire son jugement en disant mais c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, beaucoup plus subtil que la simple mise en œuvre d'un savoir-faire répété. Voilà. Et cette même année, en 2006, il faut savoir que la Cour suprême des Pays-Bas, qui n'est pas très loin quand même de chez nous, a dû se prononcer dans une affaire Lancôme concernant le parfum Trésor et a considéré qu'il y avait indéniablement œuvre de l'esprit. C'est plutôt intéressant parce que aux Pays-Bas, à ma connaissance, il n'y a pas d'industrie du parfum. Et encore une fois, il y a sans doute des évidences qui sont compliquées à voir ou qui sont compliquées par les incidences et les conséquences juridiques qu'elles introduisent. À mon avis, on est plus sur une position de principe en disant, moi j'ai presque envie de dire, comment on va gérer matériellement les dossiers et les actions en contrefaçon liées à des odeurs.
comment est-ce qu'on va gérer le fait qu'on n'ait pas à distinguer en fonction du mérite et de la destination entre l'odeur de la lessive et l'odeur du parfum. Comment est-ce qu'on va gérer les pièces qu'on ne sait pas mettre? Vous savez qu'on ne peut plus déposer des pièces dans les tribunaux, donc c'est quand même problématique quand on doit leur laisser des pièces volumineuses, et comme si on doit arriver avec nos appareils, nos ustensiles en disant si, vous allez voir, alors pour l'odeur, mettez la tête dans le sac et vous verrez, vous allez avoir un gros flash. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, que ce sont un peu des raisons, des espèces de réticences non avouées, tout à fait pratiques, qui bloquent la Cour de cassation, parce que sur le principe, il n'y a rien qui empêcherait la protection par le droit d'auteur au niveau de la notion d'œuvre. Reconnaître qu'il n'y a aucun travail personnel, aucun effort créatif, comme on peut le voir, et qu'une lunette de lavabo peut être protégée par le droit d'auteur, excusez-moi de l'exemple, mais qu'à côté de ça, ce travail spécifique ne l'est pas, on a quand même un peu deux poids, deux mesures. C'est vrai que dans le monde des objets, des choses extrêmement simples sont protégées, et il m'apparaît tout au contraire que le parfum est tout de même un objet complexe. Alors, la résistance persiste, puisque la Cour d'appel d'Aix-en-Provence aussi s'était prononcée, et il y a encore une décision assez récente que j'ai oublié de vous insérer, mais qui sera corrigée dans le support dont vous pourrez avoir accès. Reste finalement le savoir-faire, qui est la piste privilégiée par la Cour de cassation, qui vient nous dire, simple mise en œuvre d'un savoir-faire. Et là, on pourrait se dire, mais est-ce que c'est des connaissances techniques? Est-ce que c'est la formule? C'est la manière de faire? Ça, c'est une vision assez restrictive et classique. Aujourd'hui, compte tenu de la définition que nous donne l'accord ADPIC, et notamment son article 39 sur la notion d'information pouvant être protégée, eh bien, il suffit que j'ai des renseignements qui soient licitement détenus, qui aient une valeur économique, qui soient bien évidemment conservés secrets, dont j'ai pris toute disposition pour assurer de manière raisonnable le caractère secret, et voilà, je rentre dans le champ d'application potentiel de l'article 39 de l'accord ADPIC, avec l'obligation pour les États, et notamment l'État français, d'assurer une protection effective. Donc je ne peux pas dire que je n'ai pas prise à une rencontre entre le monde du parfum, l'odeur et la propriété intellectuelle, mais vous voyez que jusqu'à présent, voilà, j'ai peut-être un brevet pour certains types de parfums, une marque théorique, mais pour le moment non accessible en pratique, un droit d'auteur qui veut véritablement s'imposer, et donc un conflit judiciaire entre les juges du fond et la Cour de cassation, et cette protection par le savoir-faire. Quel est l'intérêt de la propriété intellectuelle au sens droit de propriété industrielle versus savoir-faire, qui est quand même considéré comme tel dans l'accord ADPIC? Eh bien, c'est tout de même dans l'arsenal d'outils juridiques, de protection en termes d'action que je vais trouver, et éventuellement une manière d'exploiter la création à travers des contrats, à travers des cessions, des licences, qui est en cause. Alors on parle parfois on voit de cession de savoir-faire, alors qu'il n'y a pas forcément de cession, parce qu'il n'y a pas de cession d'un droit privatif. Pour qu'il y ait cession, il faut qu'il y ait un droit de propriété en tant que tel. C'est vrai que le savoir-faire, la difficulté dans l'action judiciaire, c'est qu'il va quand même nous falloir démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité, et que la faute, le lien entre la naissance d'un parfum concurrent et mon parfum, je peux ne pas savoir quel a été le circuit de divulgation, et même si j'ai pris des précautions utiles, il n'y aura pas de présomption liée au seul fait qu'un tiers reproduit un parfum identique ou similaire au mien. C'est encore une autre question de savoir qu'est-ce qui est identique et similaire en termes d'odeur. Voilà, donc on est dans une forme quand même de protection qui n'est pas totalement satisfaisante si on le regarde sous un angle efficacité judiciaire, si je puis dire.
Alors les perspectives, pour en terminer sur cette présentation tout à fait imparfaite, les perspectives, il y a peut-être une évolution en droit des marques, puisque vous savez peut-être qu'une réforme est actuellement en cours au plan communautaire. On va bientôt parler de la marque européenne et non on abandonnera le terme de marque communautaire. Et à l'occasion de cette réforme, eh bien, une nouvelle définition de la marque nous est donnée, entraînant la suppression de l'exigence de représentation graphique. Et donc proposé, dans le cadre de ce règlement, de dire peuvent constituer une marque, eh bien, un signe susceptible, non, j'allais dire, vous voyez, susceptible de représentation graphique, là c'est l'état actuel, donc notamment des mots, y compris des noms, des dessins, des lettres, des chiffres, des couleurs en tant que telles, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise, ça c'est une condition classique, elle ne change pas, et à être représentés. Alors, je ne l'ai plus sous les yeux à cause des micros, de manière qui permette aux autorités compétentes, entendez au HMI, NPI et autorités judiciaires, et au public de déterminer l'objet exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire. Peut-être donc une évolution, puisque je dirais que le verrou principal utilisé par la Cour de justice à travers cette exigence de représentation graphique viendrait à sauter, et donc peut-être effectivement des perspectives intéressantes pour les entreprises de parfumerie et de cosmétiques à travers cette rédaction. Reste quand même à permettre au public de déterminer l'objet de la protection conférée, et donc ça veut dire qu'on ne peut pas passer par un système, je dirais, un peu chimique. Il faut que l'identification du signe soit immédiate. Donc on n'a pas quand même résolu tous nos sujets. Une évolution à venir en droit d'auteur, elle m'apparaît assez probable, compte tenu de l'éternel débat et surtout de la persistance des juges du fond sur cette question depuis maintenant de nombreuses années, depuis 1999, avec néanmoins des difficultés. Est-ce que le droit d'auteur est vraiment le bon vecteur? Comment je vais déterminer l'étendue de la protection de cette création odorante en matière de contrefaçon? Et donc je viens sanctionner la reproduction d'une œuvre, en tout cas d'une œuvre qui créerait une même impression, où je vais m'attacher à rechercher les ressemblances et non les différences. Et si on regarde la composition des parfums, ils sont parfois de composition très très proche, mais même à 99%. Et c'est sans doute le 1% qui fait un peu la différence. Voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer, faut-il pas penser déjà à adapter des règles juridiques? Et si j'adapte à ce point les règles juridiques, est-ce que le droit d'auteur est le bon vecteur juridique pour venir récompenser ces créations odorantes? Et si je me place du point de vue du public, et donc potentiellement du consommateur, voilà, est-ce que je n'ai pas le risque d'avoir une protection extrêmement large, parce que la perception du public qui n'est pas initié n'est pas celle du professionnel et certainement pas celle du nez qui, lui, sait faire la différence dans plus de 1500 odeurs. J'avoue que ça laisse assez songeur. Reste enfin, et j'en clôturerai ici mes propos, la perspective de rester sur la base du droit commun, un savoir-faire avec les difficultés, et surtout, je ne l'ai volontairement pas traité parce qu'on n'était pas dans le champ de la propriété intellectuelle, l'action en concurrence déloyale, l'action parasitaire, qui viendrait sanctionner finalement ce qu'on a du mal à identifier comme droit privatif, comme monopole, et donc qui vient récompenser celui qui est à même de justifier auprès du juge l'existence d'une valeur économique, d'investissement, qui aboutissent à une forme identifiable et qui lui permettrait eh bien, de sanctionner toute personne qui s'en est tellement inspirée qu'il en devient illégitime d'avoir surfé, si je puis dire, sur le travail d'autrui. Ça n'est pas nécessairement une mauvaise protection. Ça me fait un peu de la peine de terminer un propos sur la propriété intellectuelle, sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire, parce que c'est un peu... voilà, on se dit, est-ce que
tous les efforts, à la fois législatifs, juridiques, doctrinaux, jurisprudentiels, pour s'attacher à faire une propriété intellectuelle vivante qui réponde à nos principes fondamentaux, de récompenser par un droit privatif une valeur à investissement. Est-ce qu'ils ne sont pas en train en tout cas pour les parfums, de s'effondrer en termes de complexité parce qu'on veut un système qui tient bien la route, un système parfait, face à une action qui, sur le fondement du même texte, a jusqu'ici permis, et bien finalement, une forme d'appropriation, en tout cas par cet aspect possession utile des investissements et des créations. Voilà, donc des questions qui restent ouvertes, et si vous en avez, elles sont les bienvenues. Je vous remercie.